Bonjour à tous, je suis Marie-Alice d'Archistorm et je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui pour une nouvelle table ronde en ligne intitulée Zoom sur le bambou sous toutes ses formes en compagnie de Jean-Pascal Costa, directeur commercial pour Mozo France. Il s'agit d'une rencontre organisée dans le cadre de la 7e édition des Rendez-vous de la matière plus faire et qui s'inscrit également dans le cadre d'un nouveau cycle de rendez-vous en ligne consacré à l'artisanat d'art et aux matériaux innovants à destination des professionnels de l'architecture et du design. Et je suis donc très heureuse d'accueillir aujourd'hui Jean-Pascal Costa, qui va donc nous parler du bambou dans un instant. J'aimerais simplement insister avant sur le fait que vous aussi, en tant qu'architecte, architecte d'intérieur, designer, professionnel du domaine de façon générale, vous êtes également invité à prendre la parole, à engager la conversation et donc à poser vos questions. On a vraiment pensé cette rencontre dans l'esprit d'une table ronde. Alors si Zoom nous offre certains avantages, dont celui de se retrouver tous ensemble aujourd'hui, même à distance, il y a quand même quelques petits inconvénients et pour participer, je vous propose d'utiliser l'onglet Discussion qui se trouve donc en bas de votre écran et de m'écrire directement votre question. Je la partagerai ensuite et je veillerai bien sûr à ce qu'on réponde à toutes les questions. Vous avez peut-être remarqué que votre micro et votre écran vidéo sont pour le moment coupés. L'idée, c'est de verrouiller l'écran sur l'intervention de Jean-Pascal Costa. Mais au moment où on répond à votre question, éventuellement, si vous souhaitez prendre la parole, vous pouvez aussi me le signifier par écrit. Et cette session est enregistrée, pardon, de façon à ce que les personnes qui n'ont pas pu nous rejoindre aujourd'hui la revisionnent plus tard. Et je pense que nous pouvons commencer. Donc, je vais vous laisser la parole, Jean-Pascal. Peut-être que vous pouvez commencer par vous présenter un petit peu Mozo, son histoire et son intérêt par rapport au bambou. Bien, bonjour à tous, vous m'entendez? Oui, très bien. Parfait, bonjour à tous. Donc je me présente, je m'appelle Jean-Pascal Costa, je suis le directeur commercial de la société Mozo pour le marché français. Et je suis en charge depuis bientôt 10 ans d'assurer la promotion de ce matériau dans les réseaux de distribution du négoce et plus particulièrement auprès des architectes et de la corporation du bâtiment pour créer une connaissance du matériau, une information qui permette de faire comprendre à l'ensemble des intervenants les intérêts et les enjeux autour de ce matériau extraordinaire, autant qu'il en est. Je vais donc commencer à partager mon écran. Voilà, donc ça marche comme ça, c'est parfait. Donc la société Mozo Bambou, en fait, c'est une société qui est donc installée aux Pays-Bas. Alors, je vous laisse quelques instants pour prendre connaissance des slides avant de m'étendre sur le sujet. Donc, c'est une société qui a un peu plus de 20 ans, presque 25 ans d'existence. C'est une société hollandaise qui a commencé à s'intéresser au bambou au moment où une industrialisation commençait à s'organiser autour de ce matériau. On est des spécialistes du bambou dans tous ces aspects. On ne fait que ça. On fait du développement, on fait de la commercialisation et on fabrique. On a plusieurs entités à l'échelon international qui sont composées de filiales. Donc, on a une filiale en en Afrique du Sud. On a une filiale en Italie. On a une filiale dans les Émirats arabes, à Dubaï. On a une filiale aux États-Unis et on a une filiale à Barcelone, qui est donc la filiale sur laquelle on est détaché, Fanny Cariou et moi-même, pour s'occuper du marché français. Et au départ de cette filiale, on gère un certain nombre de pays. La volonté de Mozo, c'est d'assurer l'information sur un matériau extraordinaire qui donc a des caractéristiques de durabilité, d'écologie, et qui bénéficie d'avantages qu'aucun matériau à base de fibres ligneuses ne peut présenter. On va rentrer un peu plus dans le détail en suivant. Voilà. Alors, on a aujourd'hui une vraie problématique dont tous les intervenants du bâtiment sont conscients. C'est que on va se retrouver face à une pénurie de matières premières. On a depuis toujours raisonné sur une économie qu'on considère basée sur un modèle linéaire,
C'est-à-dire que, comme vous pouvez le lire, on extrait des matériaux, on fabrique à partir de ces matériaux-là, on consomme et on jette. On voit surgir une prise de conscience dans la population et dans les principaux acteurs des différents secteurs d'activité du fait que il y a un moment où on ne peut pas continuer à consommer, gaspiller, jeter et considérer que rien ne se renouvelle. En fait, on va être confronté de toute façon à une pénurie de matières premières qui va de toute façon nous obliger à passer d'une économie qui est basée sur un modèle linéaire à une économie circulaire, et donc à raisonner un peu autrement en termes de consommation de la matière première. Alors, si je peux me permettre, du coup, ce que je comprends, c'est que votre intérêt pour le bambou vient finalement d'un constat environnemental. Au départ, non. Au départ, c'est un intérêt pour un matériau qui bénéficie de caractéristiques uniques que je vais vous décrire par la suite et qui se révèle comme étant un matériau qui peut se positionner dans tous les domaines d'application avec un champ des possibles quasiment infini. C'est-à-dire que la limite de ce matériau, c'est simplement les limites de l'imagination. On peut tout envisager avec le bambou. On va y venir un peu plus tard. Il s'avère que au départ, c'est une matière première qui est disponible dans des quantités incroyables et effectivement, on commence à s'intéresser à ce matériau parce qu'il y a une fabrication et il y a des perspectives qui se présentent. Et petit à petit, on se rend compte qu'effectivement, ce matériau, au fil du temps, quand on le valide de façon normative, sur les différents critères éco-environnementaux, etc., on se rend compte qu'il a vraiment sa place et que non seulement il a sa place, mais qu'il peut aider à lutter contre la déforestation. Donc, on va juste simplement aborder cet aspect-là maintenant. Si aujourd'hui, on est bien d'accord que si on ne réfléchit pas à ce phénomène de déforestation, on va au-devant de grands problèmes. Je suis en train de me mélanger les pinceaux sur les slides. Excusez-moi, je reviens là. OK. OK, donc le secteur du bâtiment, c'est un secteur... Mais ça ne va pas, ça. Voilà. Il y a différents phénomènes qui contribuent à la déforestation. Les gens qui sont impliqués dans le marché du bois savent que ce n'est pas uniquement l'exploitation illégale de la matière première qui contribue à la déforestation. Il y a différentes causes à ça. Une des causes principales, c'est cependant la déforestation. Il y a un constat qui est réel. Si on continue à déforester de la façon dont on le fait actuellement, on parle là des bois tropicaux, mais je pourrais aborder d'autres sujets, hein, la matière première sera complètement épuisée dans 500 ans. On parle là du bassin amazonien qui produit toutes les essences que les architectes connaissent, comme l'IP, le Kumaru, et tout un tas d'autres essences qui sont disponibles sur le marché. On parle du bassin centrafricain où on a une forte exploitation de la ressource de bois. Et on parle, alors ça, quand je dis qu'on parle, je dis que les gens sont informés de ce genre de choses et sont conscients. On parle beaucoup moins de la déforestation des zones boréales, qui sont donc situées au nord des États-Unis et au nord de la Russie, qui produisent des quantités astronomiques de bois résineux, qui sont abattus de façon éhontée et de façon cupide, sans aucun contrôle. Et ça, c'est le troisième poumon de la planète, avec les deux premiers que je viens de citer. On est confronté à un véritable phénomène qu'on doit prendre en compte et qu'on doit envisager concrètement parce qu'on ne peut pas continuer à consommer la matière première sans réfléchir à des solutions alternatives. On a une matière première qui s'appelle le bambou. On va rentrer dans le vif du sujet. Je vais essayer de déplacer cette partie-là. Voilà. Alors, le bambou, pour ceux qui ne le connaissent pas, on va l'aborder rapidement. On a aujourd'hui une espèce de bambou qui s'appelle le Philostachys pubescens, ou Edulis, en fonction du botaniste auquel on fait référence. C'est une des espèces de bambou qui pousse le plus vite et qui recouvre 7,5 millions d'hectares dans les contrées du sud-est de la Chine. Cette espèce de bambou ne pousse que dans ces régions-là, et c'est pourquoi, historiquement, depuis la nuit des temps, il existe une exploitation de ces forêts
et qu'une industrie s'est construite autour de cette matière première dans cette région-là. Et c'est donc à ces endroits-là que se trouvent toutes les usines avec lesquelles on travaille et qui transforment le bambou sous différentes formes qu'on va aborder un peu plus tard. Il faut savoir que le bambou, c'est une plante invasive. Pour ceux qui en ont déjà planté dans leur jardin ou qui connaissent des gens qui en ont dans leur jardin, c'est une vraie punition, hein, c'est une purge. Le bambou, c'est une plante qui va se développer pour les espèces qui sont qualifiées de traçantes par le biais de rhizomes qui vont donc envahir le territoire et qui vont démultiplier leur implantation. Et plus on les coupe, plus ça les stimule. Il existe 2 espèces de bambou, enfin, il existe 1000 espèces de bambou, mais il y a 2 catégories principales, c'est les catégories traçantes et les catégories non traçantes. Les catégories traçantes sont qualifiées d'invasives. Hein. Donc sur ces 7,5 millions d'hectares, on pourrait, on n'en exploite que 5,5%, et on pourra en exploiter 25% sans affecter la ressource primaire. Ça ne se replante pas, ça pousse tout seul, ça n'a pas besoin d'être arrosé, ça n'a pas besoin d'être conduit comme on pourrait conduire une forêt qui servira à produire du bois. Donc on a là un matériau qui est une ressource première inépuisable, qui se renouvelle toute seule. C'est une véritable aubaine. Alors, on va parler des caractéristiques du bambou comparées aux caractéristiques du bois. Je vous laisse prendre connaissance de ce tableau. Vous avez donc d'un côté les caractéristiques liées au bambou sur différents critères qui sont composés de la croissance, de la composition, de l'hygrométrie, etc. Et vous avez en face les caractéristiques du bois. Globalement, on peut considérer que le bambou, étant une matière à fibres ligneuses comme le bois, peut-être comparé au bois, ce sont les proportions de la composition de ces matériaux qui varient, mais qui sont en fait inverses. C'est-à-dire que dans le bambou, on a 69% de cellulose et 30% de lignine, et c'est globalement l'inverse dans le bois. Il y a ici une petite information concernant la silice. Il y a présumément plus de silice dans le bambou que dans le bois. Ce n'est pas toujours le cas. Il y a des bois qui sont très silicieux. Bon, les principales problématiques de la silice dans la fibre ligneuse, c'est que ça va désaffûter les outils qui vont servir à la transformation et qu'on doit utiliser des outils spécifiques, mais il y a parfois des bois qui sont plus silicieux encore que le bambou. Donc, je pense que tout le monde a pris connaissance des caractéristiques d'un matériau par rapport à l'autre. Oui, Globalement, on comprend bien effectivement les avantages du bambou. Ça paraît effectivement évident en lisant le tableau. Et du coup, quelles sont les étapes de la transformation de ce bambou en matériau de construction? alors on y vient. Donc, juste pour faire un petit résumé, on a une croissance pour le bambou qui est extraordinaire, puisque c'est un matériau qui va sortir de terre et qui va en 6 mois à peu près atteindre sa taille adulte. Et qui est donc à maturité au bout de 4-5 ans. C'est-à-dire qu'au bout de 4 à 5 années de croissance, le matériau est exploitable. On peut le couper et le transformer. Pour le bois, ça va de 50 à 100 ans. Donc le taux de renouvellement, vous voyez, n'est pas du tout le même. Concernant l'aspect hygrométrique du matériau, le bambou absorbe beaucoup moins l'eau et donc il est beaucoup moins sensible aux variations dimensionnelles qui sont liées à l'hygrométrie. C'est donc un matériau qui est beaucoup plus stable. Il a une résistance à la flexion qui est plus importante et contrairement au bois qui va s'assombrir sous les effets des ultraviolets, le bambou va s'éclaircir. Alors, je crois que j'ai déjà abordé le sujet qui vient sur cette slide. Ça va trop vite pour moi cette affaire, voilà. Comme je vous l'expliquais, sur les surfaces qui sont disponibles, on peut exploiter 20 à 25% des surfaces totales sans affecter la ressource primaire, puisque le matériau se renouvelle tout seul. Il n'y a pas besoin de replanter. Il y a aussi la possibilité d'avoir des certifications FSC sur ce matériau, puisque la demande des architectes et des gens qui sont impliqués dans la construction aujourd'hui, c'est de travailler d'une façon un peu plus vertueuse, en s'assurant que les matières premières aient des bilans carbone qui soient intéressant, en s'assurant que les bois ou les matières premières à base de fibres ligneuses sont issues de forêts gérées de façon renouvelable. Une des façons de se rassurer là-dessus, c'est de travailler sur des certifications telles que la certification FSC, par exemple. Nous sommes donc Mozo affiliés à cet organisme. On va arriver à la partie fabrication. Je veux juste aborder aujourd'hui les différentes catégories de matériaux.
Vous avez donc tout un tas de sols qui sont produits avec le bambou. On peut travailler sur tout ce qui est parquet. On peut travailler sur tout ce qui est produit d'extérieur. On peut travailler sur des produits fabriqués à dimension. On étudie avec les clients les projets qu'ils souhaitent développer autour de ce matériau par rapport à ses caractéristiques qui permettraient de remplacer d'autres matériaux de façon plus vertueuse. Et on étudie la faisabilité avec un bureau de recherche et développement. On travaille sur des projets architecturaux très, très importants et aussi moins importants. Et parfois, on a nécessité à travailler avec des économistes et des architectes en conception sur des produits spécifiques qui ne seraient pas des produits standards. On a toute une gamme de production de tasseaux, de carrelets, de panneaux et de plaquages en bambou qui sont dédiés à différentes utilisations qu'on abordera ici plus tard. Donc là, vous avez une figuration de certains produits qui sont en bambou. Je vais juste vous montrer. Est-ce que vous voyez ma petite souris qui se déplace sur l'écran ou pas? Oui, oui, on la voit. Okay. Donc, vous avez différentes façons de travailler le bambou pour la fabrication de ce genre d'éléments. Vous avez soit ici ce qu'on va considérer comme du lamelé collé, en fait. Hein, ce sont des lamelles de bambou qui sont collées les unes aux autres pour fabriquer des matériaux de différentes sections. Ce matériau-là, il est disponible pour des usages intérieurs ou des usages extérieurs. Et après, vous avez ici, ce matériau, il a une couleur jaune clair, plutôt un ton bois clair, on va dire, et il peut être assombri par le fait d'un étuvage, c'est-à-dire de le chauffer avec de la vapeur d'eau. Et on a aussi ici, vous le voyez, des fibres qui ont été traitées thermiquement pour changer leur couleur et qui sont densifiées. Là, on a deux typologies de matériaux différents. À droite, vous avez un lamelé collé avec une densité de 700 kg du mètre cube et avec des caractéristiques qu'on va aborder un peu plus tard. Et sur la gauche, vous avez ici un matériau qui est densifié, qui va faire 1 tonne 150 du mètre cube, par exemple, hein, pour vous donner deux éléments de comparaison en termes de poids. Voilà. Et qui sera beaucoup plus dense et donc beaucoup plus résistant à tout un tas de contraintes. Alors, les applications du matériau. On a développé des applications de thermotraitement de la fibre, c'est ce que vous voyez ici, au travers d'une gamme qui s'appelle Xtreme, qui permettent d'utiliser la fibre de bambou en extérieur avec une classe d'usage 4, c'est-à-dire un contact permanent avec l'humidité. On va revenir sur ce sujet plus tard. On a une autre possibilité qui est donc de travailler du lamelé collé pour des usages intérieurs ou extérieurs, avec une gamme qui s'appelle Infinity. Donc, c'est les parties en lamelé collé que je vous ai montré là. Et on a, dans le cadre de la densification, créé un produit qui s'appelle le bambou Ultra Density. Donc, c'est ultra dense, comme son nom l'indique, qui est figuré ici. On va y revenir un peu plus loin pour les applications de ces matériaux. Pour la gamme extérieure, qu'est-ce qu'on fait? On prend la fibre de bambou. Alors, donc, vous avez ici une terrasse qui est installée dans le sud de la France. Celle-ci, elle est du côté de Fréjus. C'est un centre médico-social. Et vous avez ici, sur la gauche, des terrasses qui ont subi les effets des ultraviolets. C'est pour vous montrer que, tout comme le bois, le bambou, dans son aspect neuf, on va dire un aspect tombois, et dans son aspect vieilli et ayant subi l'exposition aux UV, va devenir gris comme tous les bois. L'avantage, c'est que le grisaillement est uniforme. Alors, cette gamme, elle a quoi comme caractéristique? Nos produits sont validés sur les normes européennes les plus exigeantes. Les normes qui servent à valider le bambou, ce sont les normes EN bois, puisque c'est un matériau à base de fibres ligneuses. Donc, le FCBA, le CSTB utilisent les normes bambou, les normes bois, pardon, pour valider les caractéristiques du matériau. Donc, on a ici, par exemple, une dureté du matériau qui se valide sur la norme Brinell. Alors, la norme Brinell, c'est une norme européenne qui permet de mesurer la résistance du matériau à l'impact. Ça sert à mesurer la résistance des grès cérame, ça sert à mesurer la résistance des aciers. C'est une norme qui consiste à faire tomber une bille d'un certain poids, d'une certaine hauteur sur un matériau, et on va ensuite mesurer la déformation de ce matériau. Donc, avec ce matériau extrême, on arrive à une dureté de 9,5. Pour vous donner une échelle de comparaison, le chêne sur cet indice de dureté est à 3,5, 4, et le bambou est à 9,5.
la classe de durabilité du matériau, c'est une classe d'usage 4. Pour ceux qui savent de quoi on parle, on a un matériau qui peut être en contact permanent avec l'humidité. Et donc, pour un usage extérieur, ça va tout à fait convenir pour des applications de terrasse ou ce qui va être soumis à ce genre de contraintes. Le matériau, ça c'est assez incroyable, de par sa densification, il a une classe au feu B. Ça c'est très intéressant pour les applications de bardage, je pourrais vous en parler un peu plus tard. Les réglementations au feu ont évolué pour toutes les applications en façade, et on a capacité à répondre aux contraintes les plus exigeantes et les plus actuelles. On a des bilans carbone neutres et on a tous les critères HQE, LEED, BREEAM qui sont validés. Et vous avez des crédits sur ces matériaux qui peuvent vous permettre de boucler des projets qui répondent à ces contraintes. Est-ce que je peux revenir sur une notion, cette notion de résistance dans le temps également? Peut-être que par rapport au bois, vous pouvez nous donner un petit peu plus de précision également. Finalement, quelle serait est-ce qu'il y a une durée de vie moyenne pour le bambou? Est-ce que il n'y en a pas justement et c'est extrêmement résistant? Est-ce que vous pouvez me donner ces précisions? Alors, si on parle de ce matériau bambou, dans la gamme Extreme et dans toutes les autres gammes, on valide le matériau sur les normes européennes pour la simple et bonne raison qu'on travaille dans plus de 50 pays dans lesquels les normes européennes sont reconnues. Il y a peut-être principalement aux États-Unis où on est dans l'obligation de passer d'autres certifications puisqu'on ne se réfère pas aux mêmes normes, mais globalement, partout où on travaille, ce sont les normes européennes qui sont reconnues. Alors, concernant ce matériau, on parle de durabilité. Alors, on parle de classement au feu qui est ici, vous le voyez sur le petit pictogramme. Classe A, c'est les classements au feu nord-américains aussi. On est en BFLS1. On a les émanations de formaldéhyde qui sont contrôlées. On a des déclarations environnementales de matériaux. On a une classe de durabilité, à ne pas confondre avec la classe d'usage. La classe de durabilité permet de définir la durée de vie d'un matériau en extérieur. Donc, un matériau qui est considéré de classe 1 en termes de durabilité, c'est un matériau qui est considéré comme très durable et qui va pouvoir avoir une vie présumée de 25 ans en extérieur. Classe 4, c'est la classe d'usage qui permet de répondre aux contraintes d'humidité, les bilans carbone, et on a donc un matériau qui est effectivement en corrélation avec la classe d'usage, la classe de durabilité 1, qui est garantie 25 ans. Et comme vous le voyez ici, on a tous les labels éco-environnementaux que vous pourriez souhaiter. On répond même au label Blue Swan, je crois, qui est un label scandinave, un des plus exigeants en termes d'écologie. Alors, comment est-ce que ça se fabrique et comment est-ce qu'on transforme le matériau? On a ici réalisé un petit tableau pour vous expliquer de façon très scolaire, on va dire, comment est-ce que ça fonctionne. On a une canne de bambou qu'on va commencer par refendre, d'accord? Et on va donc obtenir des lamelles de bambou qui sont donc des arcs de cercle, hein, et on va raboter ces lamelles de bambou pour en enlever la peau extérieure et la peau intérieure qui sont parfaitement étanches. Et comme dans la fabrication de nos matériaux, on va utiliser des colles, donc des adhésifs, toutes les parties étanches vont pouvoir nuire à la cohésion des fibres. Donc on les enlève. Une fois qu'on a récupéré ces petites lamelles de bambou, en fait, on va les écraser, c'est ce qu'on appelle l'opération de crushing, et on va les écraser simplement pour dissocier les fibres de bambou. Il faut savoir que la fibre de bambou, c'est une fibre qui fait la taille d'un cheveu. Donc vous voyez que dans un faisceau de fibres, il peut y avoir des milliers de fibres de bambou. Et donc on va les écraser plus ou moins ici dans cette opération-là. Et ensuite, pour la réalisation du matériau extrême, on va mettre ces fibres-là, ça bouge tout seul, je suis désolé, on va mettre ces fibres-là dans un caisson dans lequel on va faire le vide. Alors on ne fait pas bien sûr le vide absolu, mais on enlève l'oxygène parce qu'on va monter à 200 degrés et qu'à cette température-là, s'il y a de l'oxygène, il y a une combustion qui va se produire parce que l'oxygène est un des comburants du feu. Et donc, si on a une montée en température avec une présence d'oxygène, on va brûler le matériau, on va récupérer que de la cendre. Donc, en enlevant l'oxygène, on va pouvoir brûler uniquement la matière organique. Donc, on va brûler tout ce qui est sucre et qui pourrait servir de nourriture aux micro-organismes qui pourraient venir se nourrir de ça. Donc, on a un matériau en fait qui fait 700 kg du mètre cube à l'origine.
Une fois qu'on lui a fait subir le thermotraitement, il tombe à 400 kg, c'est-à-dire qu'on a brûlé 300 kg de matière organique qui pourrait présumément servir de nourriture à des micro-organismes qui, en usage extérieur, en présence d'humidité et un petit peu de température, vont venir se nourrir de ce qu'ils vont trouver comme matière nutritive dans le bambou. Et il s'avère que là, ben, il n'y en a plus, il n'y a plus rien à manger. On contrôle les fibres. Alors, il y a des phases de stabilisation, etc., des phases intermédiaires. Hein. On va tremper les fibres dans des bains de colle. On abordera le sujet de la colle par la suite, bien évidemment. Et on va les laisser donc sécher de façon à ce qu'il n'y ait plus que 7 à 10% de colle résiduelle qui va rester sur les fibres. Il va y avoir des contrôles d'hygrométrie, de densité. Et on va donc ensuite, une fois que ces fibres ont été stabilisées, les positionner sur des presses sur lesquelles on va presser les fibres et on va chauffer les panneaux du dessous et les panneaux du dessus pour que la colle polymérise. Et donc, on arrive dans un pressage à chaud à densifier le matériau jusqu'à 1 tonne 150 du mètre cube. Donc, dans des panneaux qui sont dans des formats limités, bien sûr, puisque dans les presses, on est limité en format. Et on va pouvoir donc travailler sur des panneaux qu'on va ensuite débiter et profiler selon les différents types d'applications qu'on veut développer. Ça peut être de la terrasse, ça peut être des épaisseurs différentes, ça peut être des tasseaux, ça peut être des carrelés, ça peut être du bardage, ça peut être tout ce qu'on pourrait envisager avec le matériau. Vous voyez, on revient juste sur une image. Voilà à peu près le diamètre d'un bambou mozo, en fait. Petite précision, tout à l'heure, je vous ai cité les noms botaniques de ce bambou qui sont Philostachys pubescens ou Philostachys edulis. Le nom commercial du bambou, c'est mozo, de ce bambou. Donc, c'est pour ça qu'on s'appelle mozo. Vous voyez, donc on refend ici, après, il y a les contrôles des fibres. Ça, c'est les bacs de stabilisation. Et ici, vous avez les presses à étage sur lesquelles on va donc empiler les fibres dans le sens de la longueur. Et par la suite, donc, ça va être compressé ici sur des presses à étage. Et on va donc produire, vous voyez ici, des panneaux qui sont de différentes épaisseurs en fonction des moules qu'on va utiliser sur les presses. Et après, donc, c'est simplement débité en bande et c'est usiné pour en fabriquer les différents profils qu'on va pouvoir utiliser dans nos applications. Pour ce qui concerne la terrasse, on a un matériau qui est excessivement stable. En termes de stabilité, je pourrais vous donner les valeurs si ça vous intéresse. Je ne veux pas vous embêter avec des chiffres. Vous avez ici une lame neuve, après quelques mois d'exposition et après 12 à 18 mois, vous voyez, le matériau est totalement gris. En termes de stabilité, je vais quand même vous donner 3 valeurs. Sur la longueur, le matériau se dilate de moins de 0,1%. On peut considérer que le bois ne se dilate pas vraiment beaucoup sur la longueur. En termes de largeur, le matériau se dilate de moins de 1%. Alors, il faut savoir qu'avec les essences de bois, en fonction des essences, ça peut aller jusqu'à 7% de la largeur. Et ce matériau ne tuile pas, ne se déforme pas. Vous voyez ici une terrasse qui a 5 ans. Et vous voyez que les lignes sont parfaites. On n'est peut-être pas assez près en termes de visuel, mais je peux vous garantir que ces matériaux-là sont excessivement stables. Ceux d'entre vous qui voudraient aller visiter des chantiers qui ont 8, 9 ans, 10 ans, donc à nous le faire savoir et on les accompagnera pour voir le matériau dans son jus en extérieur. Ça, c'est un chantier qu'on a réalisé il y a 8 ans maintenant, un peu plus de 8 ans, ouais, presque 9 ans. C'est la Fondation Imagine de l'hôpital Necker. C'est un institut privé qui est juste à côté de l'hôpital Necker à Paris. C'est un institut qui travaille sur les maladies orphelines. Ça reçoit énormément de monde et on a fait toutes les terrasses à cet endroit-là. On est en protection d'étanchéité. Hein. Ça, c'est fait avec l'atelier Jean Nouvel. Ça, c'est le toit de la Grande Arche de la Défense. D'ailleurs, juste pour votre information, quand vous êtes sur la place de la Défense, pour ceux qui connaissent cette place, tous les Parisiens la connaissent, je pense, vous avez donc en face de vous la Grande Arche et on a fait tous les toits de la Grande Arche avec l'agence Vallot d'Épistre. On est en protection d'étanchéité là aussi. Quand vous êtes face à la Grande Arche, de l'autre côté, derrière vous, tout en bas, tout en bas, tout en bas, il y a un autre bâtiment que vous allez voir qui est un peu plus loin sur les slides, qui est aussi fait avec du bambou. Vous avez tout le centre commercial des 4 temps qui est fait avec un de nos produits et vous avez tout le CNIT qui est en rénovation qui va se faire avec un matériau dont on va parler juste après. Là, ici, vous avez donc le siège de la société. Pourquoi est-ce que ça bouge tout le temps tout seul, ça?
Vous avez ici le siège de la société Jumbo, qui a aussi 5 ans, vous voyez, donc on a un matériau qui grisaille de façon à peu près uniforme. Ça, c'est d'autres projets. Donc là, on est en Autriche. Vous savez, on travaille dans plus de 50 pays, donc on pourrait vous en montrer un peu partout. Ça, c'est le centre commercial Glorias à Barcelone. Et justement, par rapport à tous ces exemples, est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus aussi du coup sur votre façon de travailler avec les architectes? Je reçois aussi une question où on me demande à qui s'adresser, où est-ce qu'on peut voir le bambou, où est-ce que, enfin, il peut être commandé. Donc voilà, comment vous travaillez un peu avec les architectes? D'accord. Alors, pour ce qui concerne du travail que nous réalisons en prescription, on n'est pas nombreux, on est une petite société, hein, on n'est pas une multinationale. Donc, sur le marché français, vous avez des gens comme Fanny qui donc participent à cette présentation aujourd'hui, qui s'occupe de tout l'aspect marketing. On a Aurélie, donc une collaboratrice qui gère la partie distribution, puisqu'on est présent dans le négoce depuis déjà quelques années. Ça a été compliqué d'être introduit dans le négoce, puisque au début, quand j'ai commencé à assurer la promotion du matériau sur le marché français, je me suis dit que les négociants en bois et en matériaux seraient intéressés par un tel matériau. Et malheureusement, la principale remarque que me faisaient les gens que j'allais former, c'était « je n'en ai pas la demande ». Alors effectivement, quand on fait du commerce et qu'on ne gère que la demande, bien évidemment, on a toujours un train de retard. Et à force d'être opposé à cette objection, je me suis dit, mais finalement, si c'est la demande qui les anime, il faut qu'on puisse créer la demande. Comment créer la demande? Alors oui, on aurait pu peut-être rentrer dans des campagnes de publicité, mais ça aurait généré une demande chez des négociants qui n'étaient pas prêts à y répondre, puisqu'ils attendaient la demande. Et on s'est dit, à juste titre, que finalement, si on voulait générer une demande, il fallait la créer. Et comment la créer si ce n'était en travaillant en prescription? Et on a mis un gros effort pour visiter des architectes, aller rencontrer des gens qui géraient des matériothèques, pour pouvoir, par leur intermédiaire, que le matériau soit présenté à leurs collègues. Et petit à petit, on a rencontré des architectes qui se sont intéressés au produit, qui ont compris les avantages de ce matériau et qui ont commencé à le prescrire. Donc, ça s'est retrouvé dans des CCTP. Et forcément, si ça s'est retrouvé dans des CCTP, ça s'est retrouvé dans des appels d'offres, ça s'est retrouvé en chiffrage par des entreprises générales et par des sous-traitants. Et petit à petit, on en est rendu à un stade où aujourd'hui, nos matériaux sont distribués dans des réseaux de négoce, matériaux ou spécialisés, et il n'y a qu'à nous contacter pour savoir où est-ce que vous pouvez en trouver, et on est bien sûr à votre disposition pour vous échantillonner, pour vous informer plus largement, ou plus spécifiquement sur des projets que vous auriez envie de réfléchir sur ce matériau. Et vous allez voir que plus on va avancer dans cette présentation, et plus vous allez vous rendre compte que le champ des possibles vous concerne à tous autant que vous êtes dans les applications que vous développez dans vos projets. Aujourd'hui, nos matériaux sont disponibles pour la plupart, principalement pour la terrasse, puisque c'est ce qui compose le plus gros de notre volume aujourd'hui dans les négoces comme Dispano, Point P, Gdimat, enfin, dans l'ensemble des réseaux, vous pourrez trouver notre matériau. Mais on est de toute façon à votre disposition pour vous informer précisément de ce que vous pourrez trouver et où. Donc là, ici, on est toujours sur le parvis de la Défense, mais quand on a la Grande Arche en face de soi, c'est tout au bout de l'autre côté. Pour les gens de ma génération, vous allez voir de quoi je parle. Il s'agit d'un projet qui s'appelle Oxygène. Oxygène, pourquoi? Parce que c'est à cet endroit-là que Jean-Michel Jarre avait fait son premier concert Oxygène. C'est une époque que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître, hein, mais effectivement, Jean-Michel Jarre, ça vous parle peut-être. Et donc, ce projet-là a été réalisé par un architecte qui s'appelle Stéphane Malka. On a donc des pièces de bambou qui sont donc ici, qui sont soit doublées, soit dans leur dimension initiale. Ici, on voit une jonction entre deux pièces de bambou, puisqu'on est limité en production sur la longueur en 2 mètres. Donc, c'est ce qu'on appelle un assemblage à mi-bois qui est fixé avec une vis par derrière. Mais pour vous expliquer à quel point ce matériau est stable, vous avez sur une partie qui fait 6 mètres d'eau ici, vous avez juste des points de fixation en haut et des points de fixation en bas. Il n'y a pas de point de fixation intermédiaire.
On ne pourrait pas se permettre de faire ça avec du bois. Vous avez des applications de bardage. Là, par exemple, on est donc dans le pays d'origine de la société Mozo. Ce sont des habitations flottantes, comme vous pouvez le voir, qui sont équipées de bardage extrême. Notre matériau, il résiste à tout, en fait. Hein. Il résiste aux températures les plus élevées au Moyen-Orient, dans tous ces pays-là. Et aussi, on en vend jusqu'en Norvège et dans les pays scandinaves où il subit la neige. Tout récemment, j'ai été à Strasbourg, il avait beaucoup neigé. Toutes nos terrasses étaient sous la neige. Vous avez maintenant une gamme de matériaux qui s'appelle Infinity, qui est totalement différente de ce que vous avez vu, puisque là, on n'est pas sur de la densification de fibres, on est sur du lamelé-collé. La fameuse colle dont vous nous parliez, c'est ça, enfin, dont vous devez... Non, la colle, elle intervient dans la fabrication de tous nos matériaux. Elle intervient dans la gamme extrême que je viens de dérouler comme étant un élément de cohésion entre les fibres par le biais d'une température qui va faire que la colle va se polymériser. Et là, on est sur des colles d'une autre typologie qui sont des colles à bois, on va dire, hein, qui vont nous permettre de faire du lamelé-collé comme on pourrait le faire avec du résineux ou avec n'importe quel matériau en bois, en fait. Hein. D'ailleurs, les techniques de densification de la fibre, dont je vous parlais précédemment pour la gamme extrême, par exemple, et pour les autres gammes qui viennent derrière, c'est ni plus ni moins que les mêmes techniques qui sont utilisées pour fabriquer des panneaux d'OSB ou des panneaux de particules ou des panneaux de médium. On est là dans des systèmes de presse qui vont chauffer, qui vont polymériser une colle qui va servir à l'adhésion des matières premières qui sont comprimées. Donc la gamme Bamboo Infinity, elle fait une densité de 700 kg. Je me permets de vous interrompre, pardon, parce que je reçois une question en même temps et je vois aussi l'heure, donc il faut que, voilà, je suis aussi un peu le maître du temps. Et donc je partage tout de suite la question de cette personne qui nous demande quel est le bilan carbone de ce matériau, sachant qu'il est produit à plus de 1000 km. Alors, on a des calculs de bilan carbone qui démontrent que nos bilans carbone sont neutres, voire positifs, enfin, voire négatifs, pardon. C'est pas nous qui faisons ces calculs-là. On n'a pas le droit d'annoncer des bilans carbone qu'on aurait calculés nous-mêmes. C'est très complexe, en fait. C'est l'Université technologique de Delft, qui est donc une université hollandaise dans laquelle il y a une école d'architecture, une école d'engineering et une école de design. C'est une université qui est internationalement connue pour les travaux qu'elle fait dans l'étude des bilans carbone des matériaux. Et je vais vous montrer donc des informations un peu plus tard, plus loin, ici, qui vont vous permettre de comprendre. Juste pour une précision, on est un peu short sur le timing, donc n'hésitez pas à montrer la précision peut-être maintenant. Oui, mais non, mais je ne peux pas. J'ai un PowerPoint à dérouler. Je vais essayer d'aller un peu plus vite. On va y arriver, vous inquiétez pas. Maintenant, il faut peut-être que j'accélère un petit peu, mais si je vais trop vite, peut-être que je vais vous empêcher de comprendre tout ce dont il s'agit. On va essayer d'aller un peu plus vite. On a donc ici un matériau, on va revenir sur les bilans carbone, ne vous inquiétez pas. On a donc ici un matériau qui est un lamelé collé, qui peut servir dans différentes applications, qui est moins dense que le premier et qui va être en classe 3, donc qui sera parfait pour tout ce qui est application de bardage, puisque c'est ce qui est requis en classe d'usage. En classe de durabilité, il bénéficie de la même classe de durabilité. Il a un classement au feu légèrement inférieur. Évidemment, il est moins dense que la matière première qu'on a étudiée jusqu'à présent, qui s'appelle l'extrême. Donc, vous voyez, on a des bilans qui sont neutres en CO2. Et ça, on peut vous fournir tous les documents et toute la littérature qui vous permettra de le comprendre et d'en attester. Voilà ce qu'on peut réaliser avec ce matériau. Donc ça, c'est des projets qui sont faits en Amérique latine par le biais de notre collègue qui s'occupe de ces pays-là. Donc vous voyez, ça s'utilise en façade, comme on pourrait utiliser du bois. L'avantage, c'est que c'est beaucoup, beaucoup plus stable. On arrive à faire avec ce matériau des choses qu'on ne pourrait pas accomplir avec le bois. Hein. On n'a pas la prétention de remplacer le bois, c'est pas du tout ça. On a la prétention de venir se positionner là où le bois a trouvé ses limites. Ça, c'est des projets de développement qu'on a fait avec BMW pour des abris de voitures qui sont équipés de panneaux solaires pour toute la gamme des véhicules électriques.
Ça, c'est un projet qu'on a fait à Bordeaux avec le cabinet Architecture Studio, avec qui on a aussi tout récemment fini le siège de la société Schindler. Vous avez ici des petites lamelles en bambou qui font 36 mm par 40, vous voyez, c'est assez petit, qui sont mises en façade devant des murs rideaux. Et vous avez là des pièces qui font 3,60 m et 4,20 m et qui ne sont tenues que par leurs extrémités. Il n'y a aucun point de fixation intermédiaire. Et ça, comme je l'ai dit tout à l'heure, on ne pourrait pas se le permettre avec un matériau bois. On est aussi capable de faire des murs rideaux avec des partenaires industriels. Hein. On ne fait pas que vendre de la matière, on cherche aussi des industriels qui puissent mettre en œuvre nos matériaux. On a développé des partenariats industriels avec un certain nombre d'industriels pour pouvoir développer des applications autour de notre matériau, que ce soit en terrasse, en façade, en bardage, en mur rideau. Vous voyez, ici, on a développé des techniques d'assemblage particulières. Ça s'appelle un trait de Jupiter, donc qui nous permettent de travailler sur des grandes longueurs. Et voilà un matériau qui est très intéressant. Je vais essayer d'aller un peu plus vite. C'est un matériau qui s'appelle Ultra Density. Et ça, c'est un matériau extraordinaire parce qu'en fait, on l'a validé sur un avis technique et c'est le seul parquet existant à ce jour qui bénéficie d'un classement UPEC. On l'a développé à la demande de la SNCF et du bureau d'architecture qui s'appelle AREP, que certainement beaucoup d'entre vous connaissent. La volonté de cette institution, c'était de ne plus utiliser de bois exotique pour plus contribuer à la déforestation et pour avoir une démarche un peu plus vertueuse. Et ils nous ont demandé si on pouvait développer un matériau qui répondrait à des contraintes d'usage très importantes. Et donc, on a validé un avis technique sur ce matériau et on a même validé un classement UPEC. Les gens du FCBA nous ont carrément dit on n'a jamais évalué de matériau à base de fibres ligneuses qui ait de telles caractéristiques. C'est le matériau ultime. On en a installé, alors c'est toujours la même technologie, hein, c'est une technologie de densification. Il s'avère que là, il n'y a pas de technique de thermotraitement, c'est juste de l'étuvage pour donner une couleur caramel au matériau, mais il n'y a pas de nécessité d'en brûler la matière organique. Mais c'est exactement le même procédé que tout à l'heure, à part qu'il n'y a pas ce phénomène de thermotraitement, il est remplacé par un étuvage. Alors, ce matériau, étant donné qu'il a été validé pour des applications très exigeantes, il a été installé dans plusieurs gares en France. La gare de Bordeaux, la gare du Nord. Alors, la gare du Nord, c'est la troisième gare la plus fréquentée au monde. C'est 200 millions de passagers par an. Et on a un matériau qui est installé là depuis presque plus de 3 ans maintenant et qui se maintient d'une façon incroyable. C'est un parquet qui peut être installé en extérieur couvert, qui, de par ses caractéristiques de stabilité, va pouvoir intégrer ces variations d'hygrométrie très importantes et de température. Ici, vous avez là, en haut la partie en mezzanine, qui est l'embarcadère de l'Eurostar, où tous les parquets sont aussi faits en bambou. Grâce à la densification du matériau, on arrive à avoir des résistances bien plus importantes que tous les bois qu'on utilise à ce jour. Ici, c'est la gare de Bordeaux, où on a installé 1200 m² de ce parquet-là. Il est installé sur l'embourde, mais il a été installé dans la partie historique de la gare de Bordeaux, en bâton rompu, collé en plein. Ça, c'est un aquarium donc, qui est à La Rochelle. Ça, c'est un projet qu'on a fait en Italie, qui est le City Life de Milan. C'est le dernier projet que la défunte Zaha Hadid n'a pas vu accomplir, malheureusement. Elle est décédée avant la livraison de ce projet-là, mais Madame Zaha Hadid avait souhaité mettre du bambou partout sur ce chantier-là. Et pour ceux qui iront le regarder sur le site internet, vous verrez qu'il y en a aussi partout. Vous voyez, on a les sols, on a les plafonds. C'est très beau. Ça, c'est l'aéroport de Barcelone. L'aéroport de Barcelone où on a fabriqué des lattes avec un cabinet d'architecture londonien qui s'appelle Roger Stirks & Partner. Le postulat de base, c'était que l'architecte voulait une latte de bois au départ qui puisse se cintrer sur un rayon d'1 mètre et qui ait un classement au feu. Avec le bois, il ne trouvait pas de solution et on a développé un produit spécifique en bambou qui a permis de répondre à ces contraintes. Vous voyez, donc on a les parties en intérieur, en extérieur. Voilà, sous la pression, j'ai accéléré. Hein. Merci. On a bien vu, vous en faites pas. Donc voilà, donc moi j'en ai terminé.
Je voulais juste dire à tous les participants qui sont venus regarder cette présentation, on est bien sûr à votre disposition pour vous renseigner sur ces applications. On est loin d'avoir tout évoqué. J'ai essayé d'être le plus précis, concis. Si vous me laissez la parole, je pourrais vous en parler encore pendant des jours. Mais je crois que les gens qui veulent voir des projets n'ont qu'à nous appeler, on les amènera à voir des projets. Oui, tout à fait. Je vous remercie beaucoup de votre intervention. Bien sûr, on est à votre disposition pour, pardon, je perds ma voix, pour vous accompagner pour de futurs projets. Vous recevrez Ah, je reçois une dernière question, on va en profiter pour y répondre, sur le type de colle qui est utilisé pour la fabrication. Est-ce que vous pouvez nous en dire juste deux mots là-dessus et puis Oui. conclure ensuite. Alors, tous les produits qu'on utilise sont des produits de provenance européenne, fabriqués par des sociétés qui ont pignon sur rue. Hein. On ne travaille pas avec n'importe quel produit. Les typologies de colle sont différentes en fonction des matériaux. Sont des colles qui sont toutes normées. Hein. Alors, pour la terrasse, on est sur des colles phénolformaldéhyde. Bon, c'est des formulations chimiques, évidemment, hein, mais malgré tout, les émanations de COV sont contrôlées. Tous nos matériaux sont A+. Donc, il n'y a pas de problème sur la santé ou les émanations qui pourraient nuire aux gens qui utilisent ces matériaux. Oui, on a besoin d'adhésifs. Hein. C'est des produits de l'industrie de la chimie, évidemment. On est en train de travailler sur des colles biosourcées, puisqu'évidemment, on a un matériau qui est écologique, qui a un bilan carbone neutre, qui contribue à la déforestation. Et si on pouvait dire, oui, on a des colles qui sont biosourcées, on serait encore plus heureux, puisqu'on aurait bouclé la boucle, en fait, hein, puisqu'on a un matériau qui est recyclable, on a toutes les analyses du cycle de vie, on a les déclarations environnementales, on a tout ce que vous pouvez souhaiter au niveau éco-environnemental, et il y a de la colle. Oui, on a besoin d'un adhésif. On travaille actuellement sur des développements avec Bayer et BASF sur des colles qui soient biosourcées. Ce n'est pas encore vraiment au point, et ça mettra encore quelques années à arriver dans le bâtiment et dans l'industrie du bois en particulier, mais c'est en bonne voie. Pour l'instant, c'est un élément qu'on ne peut pas contourner. Oui, il y a de la colle. Oui, ça fait partie, j'imagine, de la partie recherche et développement. Et en même temps, on a répondu donc justement à une seconde question sur cet aspect écologique par rapport au bois. Donc, je pense qu'on a à peu près fait le tour. Je vous remercie donc beaucoup. On vous enverra bien sûr les liens pour suivre l'actualité de Mozo et les coordonnées si vous êtes intéressé pour de futurs projets. Donc, je m'occuperai de vous envoyer tout ça. Je vous remercie beaucoup et je profite aussi de ce dernier instant pour vous faire part donc, de notre calendrier des prochaines tables rondes en ligne qui auront lieu donc, le jeudi 18 mars. Ce sera avec l'atelier Accès Matière, donc sur des décors muraux. Et le mardi suivant, 23 mars, ce sera la Compagnie du Verre qui nous présentera ses créations de verre ornemental. On parlera donc de l'art du verre ornemental. Je vous remercie beaucoup à tous et je vous souhaite une très belle journée. À très bientôt. Merci beaucoup de votre participation. À bientôt. Merci, au revoir.